Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là pour ce nouvel événement en ligne. Aujourd'hui, nous allons diffuser le film documentaire Le Feu Sacré. Il sera suivi d'une rencontre avec le réalisateur Éric Guéret et Isabelle Autissier en tant que présidente du WWF France. Mais avant de lancer le film, je tenais à vous présenter La Base. Alors, La Base a été créée en mars 2019 avec pour objectif d'accélérer la mobilisation citoyenne pour le climat et la justice sociale. La Base, c'est une communauté composée de dizaines d'organisations et de milliers de personnes. C'est aussi un bâtiment qui se trouve au 31 rue Bichat, dans le 10e arrondissement de Paris. Alors, dans l'enceinte de ce bâtiment, on retrouve des bureaux de chacune de ces organisations, à côté de salles de réunion, d'espaces de coworking, d'espaces de stockage, etc. Au rez-de-chaussée, il y a un bar associatif ouvert au public qui accueille plusieurs fois par semaine des événements en entrée libre. Conférences, tables rondes, projections de films, formations, célébrations, etc. Ce bar est d'ailleurs la seule source de revenus du lieu. Vous vous en doutez, en raison de la crise sanitaire actuelle, le lieu est fermé et ne peut plus accueillir de public. Donc, a priori, plus d'événements et donc plus de revenus. Après une courte période d'adaptation, La Base s'est organisée et vous propose des événements en ligne comme ce soir pour former et échanger sur la situation actuelle, le climat et la justice sociale. Aujourd'hui, pour soutenir La Base en cette période difficile et surtout pour nous permettre de continuer à agir, on vous invite à faire un don sur le site de La Base, www.labase.paris/don. Je vous remercie par avance pour votre participation. Et maintenant, je vais laisser la parole à Éric Guéret, le réalisateur du Feu Sacré, qui va lancer le film d'aujourd'hui. Bonsoir tout le monde, merci beaucoup. Déjà, merci à La Base de nous accueillir pour ce live un petit peu inédit. Je confirme, c'est un lieu absolument génial et voilà, il faut soutenir cet endroit. Le Feu Sacré, c'est un film que j'ai commencé à tourner en janvier 2018, donc il y a un peu plus de 2 ans, au moment où les salariés d'une aciérie dans le nord de la France, à Ascoval, à Saint-Saulve, apprenaient que leur usine allait fermer, donc ils étaient au bord au rond-point, sur un rond-point, c'était un peu précurseur du mouvement des Gilets jaunes, et ils brûlaient des pneus au rond-point pour demander aux gens de les aider, de les soutenir. Et donc j'ai commencé à filmer ce combat au rond-point. Et puis une semaine plus tard, il y a eu une forme de miracle. Ils ont eu un accord avec Bercy. Ils ont eu 1 an pour essayer de sauver leur usine et trouver un repreneur. Et donc, j'ai eu l'autorisation un peu exclusive de rentrer dans cette usine, de pouvoir filmer en immersion complète et totalement librement cette bataille pour l'emploi, ce combat. Et j'ai rencontré des hommes absolument extraordinaires. Le film, vous allez le voir, c'est un thriller. Il y a eu des rebondissements pendant 1 an et demi. Je pensais y passer 6 mois, j'y ai passé 18 mois. Et voilà, c'est un très gros film aujourd'hui, 90 minutes, des centaines d'heures de rush. Et puis voilà, c'est un film qui est d'actualité. On ne peut plus d'actualité. Parce qu'aujourd'hui, la crise sanitaire actuelle repose la question de la relocalisation des usines et de l'industrie en France. Et Ascoval était victime d'une politique de délocalisation de la part de Vallourec, qui en était le principal client et un des actionnaires. Et donc, voilà, on vous retrouve après le film pour en discuter et pour avoir vos impressions avec plaisir et puis répondre à toutes vos questions avec Isabelle Autissier aussi, présidente du WWF France. Très bonne projection. Fermer une usine neuve, franchement, je ne l'accepterai pas. On quittera le bureau en se disant on part en vacances. Et là, ce sera des vacances définitives. Je crois que c'est la première fois que je ne regardais pas mes filles dans les yeux. Mais c'est pas possible que cette aciérie ne soit pas reprise. Elle est complètement en accord avec tout ce qu'on attend pour répondre aux enjeux climatiques. Si ça devait partir à la casse dans ces conditions-là, c'est la mort de toute l'industrie. Arrêtez toutes ces entreprises en France. Il est là le but de Vallourec.
Moi, ma priorité, c'est qu'il y ait un repreneur solide. C'est une prime de 250, 500 euros qu'il faut lui demander. Mais je ne cache pas aux salariés la difficulté de cette reprise. L'administrateur judiciaire a 1 mois pour licencier tout le monde. On a l'impression d'être trahi par tous ces hommes politiques qui ont des beaux discours et sur lesquels, en fait, derrière, il n'y a rien. La question, c'est les dividendes, c'est la partie financière. On a une secrétaire d'État qui est venue au front. Je suis en face d'elle et je vois que son regard change. Je veux saluer les salariés. Continuer à monter un plan qui tienne la route. Nous, on le soutiendra. Tous les challenges qu'on nous a donnés, on les a tous réussis pour pouvoir assurer la procédure. Vous pouvez être fiers de vous parce que vous avez fait plier le gouvernement. Alors ne baissez pas la tête. Redémarrage lundi pour sauver cette putain d'usine, merde. J'y crois dur comme fer. C'est le mot. Dur comme fer. Qui est pour? Mais putain que je vous aime. Bonsoir, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi le film. Merci Éric Guéret évidemment d'être là et merci Isabelle Autissier de nous avoir rejoints pour cette discussion à la suite du Feu Sacré. Je suis distributeur du film France, donc chez New Story Distribution, et on a le plaisir de sortir Le Feu Sacré à la réouverture des salles, donc on imagine probablement à l'automne prochain. C'est un film qu'on espère voir vivre un peu partout en France et délivrer ce message. Alors ce message, évidemment, il y a cette urgence sociale qui est décrite dans le film. Éric Guéret a tourné un vrai thriller, mais il y a aussi un écho à l'urgence climatique que la crise sanitaire actuelle a révélée. Et cette crise, évidemment, c'est celle de la mondialisation des chaînes de production. Donc il faut relocaliser les industries. Ça apparaît clairement dans le film. L'usine, en l'occurrence d'Ascoval, est une usine qui fonctionne sur du recyclage, qui est électrique, donc qui consomme 10 fois moins d'électricité qu'une aciérie classique, et qui par ailleurs a l'avantage, ou en tout cas la perspective, en partenariat avec Hayange, de produire bientôt des rails pour la SNCF. Donc il y a un double enjeu ici d'avenir, qui est celui des mobilités douces, fournir des rails donc, pour le train, et évidemment non seulement produire local, mais également vendre local, donc à des clients qui avant allaient chercher plus loin. Donc, je voulais poser une première question à Isabelle Autissier, si elle est d'accord. Et je voulais aussi dire à tout le monde, bien sûr, que vous pouvez poser des questions sur le live Facebook, que j'essaierai de relayer autant que possible. Donc, Isabelle Autissier, ma première question, c'est justement celle-ci, celle de la relocalisation de l'industrie, celle d'aider à reconvertir l'industrie localement, l'aider à se développer durablement. On a l'impression un peu de l'extérieur que ce n'est pas forcément un des enjeux principaux et majeurs des ONG. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu là-dessus, sur cet état des lieux de ce qui est fait dans ce sens-là? Et est-ce que la crise du Covid va changer les choses? Comment est-ce qu'on peut aller plus loin pour relocaliser l'industrie? Alors déjà, bonjour à toutes et à tous. Déjà, ce film magnifique, je n'y suis pour rien. Hein. C'est Éric qui a tout fait. Voilà, vu comme je suis une fan, c'est peut-être pour ça qu'il m'a demandé de venir. Alors, pour essayer de répondre à la question, je crois que une des leçons de la crise Covid, c'est que la destruction de l'environnement porte en soi la destruction de l'homme. Et que là, c'est par l'intermédiaire d'un virus, parce qu'on commercialise des espèces sauvages ou qu'on braconne des espèces sauvages, mais la question climatique est un peu la même. En sapant par nos modes de production et de consommation les fondamentaux de la planète, on finit par se prendre en boomerang un certain nombre de soucis, et c'est pas fini. Et ça, c'est quelque chose quand même que les organisations environnementales, en particulier WWF que je représente, dont je suis présidente, disent depuis longtemps. Maintenant, je crois que cette crise, faut essayer d'en tirer, comme disait un conseiller d'Obama, faut pas gâcher une crise, faut essayer d'en tirer le mieux possible, et le mieux possible, c'est que justement, on arrive à faire converger ce qu'on sent dans l'atmosphère depuis, moi au poste où je suis depuis un certain nombre d'années, c'est effectivement cette convergence entre les enjeux environnementaux et les enjeux sociaux, et les enjeux démocratiques, parce que je mets aussi les droits humains dans la balance. Donc voilà, donc peut-être qu'on peut avancer un peu là-dessus à l'occasion de cette crise, et en particulier, effectivement, à l'occasion d'une part des milliards qui vont être déversés sur l'économie française, et de faire en sorte qu'ils soient conditionnés d'une certaine manière à des évolutions sur le plan environnemental
ou justement, comme vous l'avez dit, à des évolutions en termes de relocalisation et d'emplois plus locaux. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais commercer avec les autres pays, mais pas n'importe comment, en tout cas pas sous forme de délocalisation. Donc voilà, donc je crois que les organisations environnementales, c'est pas qu'elles se sont désintéressées de la question de délocalisation, c'est qu'évidemment c'est pas leur cœur de sujet et que on a déjà tellement de fer au feu avec les questions climat, avec les questions biodiversité. Mais bon, voilà, là on sent qu'il y a des convergences possibles. Alors, je précise à tout le monde et j'invite évidemment les gens qui nous regardent à poser des questions sur le live à nouveau. Je précise donc pour ce qui est d'Éric Guéret, le réalisateur du Feu sacré, qu'il a aussi un engagement en faveur de l'environnement assez ancien. Il a réalisé beaucoup de films sur le sujet au travers du nucléaire, plus récemment des pesticides, de la conversion au bio. Éric, donc, sur la vie du film qu'on devait sortir avant le Covid, donc cet automne, ce printemps, excusez-moi. Aujourd'hui, en fait, on a un peu changé aussi notre regard là-dessus. C'est-à-dire que le film délivre un nouveau message. Toi, quel est ton point de vue là-dessus? C'est-à-dire qu'en fait, c'est étonnant parce que quand j'ai commencé ce film, c'était pas parti pour être un film sur l'environnement du tout, puisque c'était un film sur le travail, sur le chômage et donc plutôt sur l'emploi. Et il se trouve que j'ai cherché pendant des mois un plan social pour filmer un plan social et bon, voir ce que les gens devenaient quand ils perdaient leur boulot dans des régions délocalisées et comme ça. Et il se trouve que je suis tombé sur Ascoval par hasard, puisque dans l'espace de temps où je cherchais moi une usine qui fermait, ça a été celle-ci et que heureusement elle n'a pas fermé. Et plus j'ai filmé cet endroit, plus je me suis rendu compte qu'en fait, c'était aussi un film qui posait des vraies questions écologiques et que finalement, la crise sanitaire actuelle le met complètement dans l'actualité. Il se trouve que cette usine, c'est une usine qui a un four électrique. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat nucléaire que je connais bien, mais c'est une usine qui a un four électrique et pour le coup, qui dégage 10 fois moins de gaz à effet de serre que l'usine équivalente que Vallourec a fabriquée au Brésil et pour lequel ils ont planté la moitié de la surface de la Belgique en eucalyptus pour faire tourner les coqueries. Donc, si vous voulez, on est dans une usine qui s'inscrit complètement dans le développement durable au niveau énergétique, de sa consommation énergétique et de son dégagement de gaz à effet de serre. L'autre chose qui est vraiment intéressante, c'est que c'est de l'économie circulaire puisque cette usine, elle fonctionne en recyclage. Ce n'est pas du tout des fers de mine, c'est que du recyclage, du fer issu des casses, des rebuts, etc. Et on fabrique des aciers spéciaux hyper fins, les plus technologiques, en fait, des chromes, des nickels, etc., à partir de ferraille de recyclage. Et ça, je trouve que c'est absolument génial. Et ensuite, les questions qui sont posées maintenant, c'est qu'il faut, c'est les mêmes questions que dans l'agriculture, c'est qu'il faut, il faut consommer ce qu'on produit localement. C'est-à-dire que le monde où on se permettait de faire le soja à un coin du monde, les pommes de terre à l'autre, l'acier par là, etc., et qu'on pouvait tout transporter sans conséquence et consommer de tout le temps, toute l'année, c'est un monde qui ne fonctionne plus du tout aujourd'hui. Et effectivement, je pense que l'avenir de l'industrie, comme l'avenir de l'agriculture, comme l'avenir, je pense, de tout notre système de consommation, c'est un système qui est complètement relocalisé, qui est sur des petites unités et qui, avant tout, doit être respectueux de l'environnement. Alors, pour l'inscrire dans la crise, qu'est-ce qui est intéressant dans cette crise? Pour moi, j'aime bien la phrase qu'Isabelle a citée, faut pas rater sa crise. C'est ça. Bon, en tout cas, il y a des leçons à tirer de la crise. C'est que sortir de là, l'humanité a passé 3 mois complètement incroyables, chacun à l'intérieur de lui-même, il y a une vraie introspection, tout d'un coup les gens ne pouvaient plus consommer et plus bouger, donc ils ont certainement tiré des leçons de ça. Sur le plan national et international, il faut que ce soit la même chose. Si on sort de cette crise, comme j'ai commencé à l'entendre en disant il faut relancer absolument la consommation sans réfléchir au modèle de consommation, on rate complètement l'histoire. Il faut évidemment que les milliards qui vont être investis aujourd'hui, parce qu'apparemment il n'y aura pas de limite pour sauver les industries,
Mais comme Isabelle le dit, il faut pas que ce soit sans contrepartie. Commencer à mettre, par exemple, 7 milliards dans Air France, c'est pas forcément le meilleur signal qu'on puisse voir de ce qu'ils vont faire derrière. Mais en tout cas, la question posée, c'est comment est-ce qu'on relocalise de l'industrie, puisque tout le monde dit ça. Et avec ce qui s'est passé avec Sanofi encore hier, il y a eu de nouvelles déclarations du président Macron disant qu'il fallait évidemment relocaliser une grande partie des secteurs stratégiques, et il a raison, mais pas n'importe comment, surtout pas n'importe comment. Donc là, on a vraiment je pense que le déconfinement, il ne faut pas le rater, et c'est pas tant au niveau des écoles que ça se joue, parce que ça jouera sur une reprise ou pas, mais c'est à bien plus long terme, sur la manière justement dont ces milliards vont être investis et vont devoir respecter ce que les gens demandent maintenant. Et ce que les gens demandent maintenant, comme Isabelle l'a aussi dit, c'est ce que Nicolas Hulot a appelé fin du monde et fin de mois, c'est-à-dire qu'il faut à la fois respecter complètement la dimension sociale de la transition écologique, parce qu'on s'est rendu compte, et les Gilets jaunes nous ont bien expliqué ça, que s'il n'y a pas une dimension sociale, un accompagnement social dans la transition écologique, eh ben, on va au feu. Et voilà, et qu'en même temps, chacun doit vivre dignement, mais l'humanité doit survivre. Donc, toutes ces questions, elles sont hyper brûlantes maintenant. Alors là, il nous reste 12 minutes, on ne va pas les régler maintenant, mais je pense qu'on est à un moment qui est hyper précieux, parce que le questionnement, il peut vraiment être apporté, entre autres par les grandes organisations environnementales, il peut vraiment être apporté là, parce que si on ne met pas la pression d'une manière ou d'une autre, ils ne le feront pas. Voilà. Merci Eric. Effectivement, tu en as parlé rapidement, enfin en tout cas par le biais d'Air France. C'est vrai que c'est un vrai sujet que je trouve plutôt pertinent à engager, je pense là collectivement, puisqu'on est ici et avec la base, que je remercie au passage, pour discuter de ça. Quelles sont les actions qu'on peut mener aussi? C'est vrai que réfléchir au mode de consommation, c'est quelque chose qui est déjà fait et très bien fait, je crois, très bien engagé. Là, en l'occurrence, ce qui a changé beaucoup ces dernières années, ces derniers mois même, c'est les questions évidemment de la valorisation des biens produits très loin, en l'occurrence de l'acier qui était produit par exemple en Chine et qu'on transportait ici en Europe. On sait que la marge bénéficiaire, disons, est moindre, hein, la valeur est moindre, et notamment dans les transports. Je pense à ça parce que peut-être que aussi Isabelle Autissier, vous avez un point de vue là-dessus. Est-ce qu'on peut peser sur le gouvernement par ce biais-là, sur les gouvernements par ce biais-là, en disant effectivement que c'est les transports au-delà évidemment du coût énergétique et de la destruction des océans, ça a aussi un impact économique qui est négatif, transporter de l'acier à travers la planète. Oui, évidemment, parce qu'on ne paye pas l'océan. On paye les cargos, mais si on devait payer pour les désastres que font ces cargos sur l'océan, en particulier avec les émissions de fumée toxiques ou les choses comme ça, ou les bruits qui sont extrêmement dévastateurs pour la vie océanique, peut-être que ça coûterait trop cher. Et moi, je serais assez pour qu'on fasse payer beaucoup plus cher les cargos qui nous amènent toutes ces machines à laver, etc., pour pouvoir ne serait-ce que tempérer un peu les désordres qui sont faits par ces cargos sur l'océan. Mais plus généralement, je pense que ça pose… Moi, je pense qu'il y a une dimension auquel aussi il faut absolument réfléchir, c'est la question européenne. Parce que, par exemple, sur l'acier, on ne va pas imaginer que la Belgique et ses aciéries, la France et ses aciéries, l'Espagne et ses aciéries, l'Italie et ses aciéries. Ce sont des investissements énormes. Et là, je crois qu'il y a des mutualisations intelligentes à faire. Et c'est pareil sur la question agricole. On voit très bien, par exemple, qu'il est impératif de ramener à minima en Europe la production des protéines végétales avec lesquelles on nourrit notre bétail. Après, il faut discuter aussi de quel bétail et dans quelles conditions on l'élève. Mais voilà. Mais après, tout ça, il y a aussi une dimension qui est européenne à avoir, je pense, sur ces questions-là et sur lesquelles souvent on ne réfléchit pas assez parce que rapatrier, oui, bien sûr, il faut rapatrier, il faut relocaliser,
Mais comment est-ce qu'on fait pour relocaliser? Et puis, est-ce qu'il faut relocaliser en éparpillant dans les 28 pays européens un petit peu à chacun, ou est-ce qu'il faut essayer de faire une construction qui ait un petit peu de sens? Et je crois que voilà, là, ça vaudrait le coup de se poser un certain nombre de questions. Mais ce qui est certain, c'est que le modèle qui consiste à bousiller des emplois ici pour aller créer des emplois sous-payés en Chine ou ailleurs, pour souvent emmener la matière première, parce que vous savez par exemple que sur le bois, c'est du bois européen qui part en Chine pour nous revenir sous forme de meubles. Donc c'est quand même assez dément. C'est un peu comme les noix qu'on emmène en camion pour être décortiquées au fin fond de la Pologne et qu'on ramène après en France en petits sachets, quoi. Donc tout ça, c'est parce qu'on a une logique qui est uniquement une logique comptable, et que quand on gagne ne serait-ce qu'un demi-centime sur des dizaines de milliers de produits, eh ben, on gagne de l'argent. Donc sortir de cette logique comptable, c'est extrêmement important. Et c'est vrai que le fait que, alors évidemment, quand on veut manger des ananas, on ne va pas produire des ananas en France ni même en Europe. Donc à ce moment-là, on va peut-être les importer d'un peu plus loin. Mais encore une fois, le commerce lui-même n'est pas forcément du tout une mauvaise chose. Ce qui est une mauvaise chose, c'est quand ce commerce n'est drivé que par l'idée de gagner le maximum, de maximiser les profits, au détriment de toute autre considération, qu'elle soit environnementale ou qu'elle soit sociale. Donc c'est là en fait qu'il y a vraiment la réflexion à avoir. Donc après, comment on fait? Comment on fait? Ça va être là, la partie va être compliquée, hein, parce que les entreprises, elles vont pas forcément vouloir comme ça revenir en Europe, hein, ou alors elles vont nous dire faudra accepter de payer 30% plus cher. Donc là, il y a aussi des débats. Hein, c'est pas si simple. On peut pas les obliger a priori. Simplement, on a quand même des moyens de pression parce qu'aujourd'hui, par exemple, les entreprises, elles reçoivent des subsides de l'État qui sont importants, par exemple à travers le crédit impôt recherche ou des choses comme ça, et que là, c'est ça qu'on peut peut-être envisager de conditionnaliser. Merci beaucoup Isabelle. J'en profite au passage pour rappeler à tous ceux qui nous suivent et les remercier aussi que le film a besoin de soutien, c'est un outil aussi, et qu'au moment de la réouverture des salles, au moment de la sortie, évidemment, on vous invite à nous contacter donc, par le Facebook de New Story ou directement c'est chez contact@new-story.eu pour organiser des séances rencontres, que vous soyez en France ou à Paris ou en province, dans les salles de cinéma, et discuter évidemment de sujets se rapportant au film. Je partage 2 commentaires. Un de Barbara qui dit « Je suis émue, mon grand-père était directeur de Vallourec, il avait une relation exceptionnelle avec les ouvriers et avait rendu les usines les plus performantes, et il a démissionné quand les plans de délocalisation ont été trop puissants. Ses savoir-faire sont perdus définitivement. » Nous avons également Patrick qui dit « Moi aussi, je suis ému. J'ai passé toute ma jeunesse au pied des hauts fourneaux de la sidérurgie lorraine, démantelée en 1973. » Et il ajoute, à propos de Vallourec et de ce que disait Eric de l'usine fabriquée au Brésil et qui tourne en l'occurrence à l'eucalyptus, que Vallourec va tenir le discours de la durabilité de l'énergie apportée par le bois d'eucalyptus par rapport au nucléaire de la centrale voisine de Gravelines. Il soulève effectivement cette question du greenwashing dans laquelle finalement s'enferme un petit peu l'industrie de manière générale. Qu'est-ce que vous en pensez, Eric, peut-être? Après que Vallourec peut utiliser tous les arguments qu'il veut pour verdir son image, il n'y a pas de souci. La réalité quand même, c'est que Vallourec a touché ils ont servi à fermer les emplois en France et à les ouvrir au Brésil en fabriquant des unités de production qui ne sont absolument pas respectueuses de l'environnement. Donc derrière, on peut raconter, et qui nous demandent en plus de ramener l'acier ici une fois qu'il a été produit là-bas avec les risques que ça comporte. Donc voilà, en fait, les arguments ne tiennent pas, mais ce n'est pas grave. Moi, j'ai travaillé sur le nucléaire pendant des années, et les arguments verts du nucléaire, par ailleurs, je les connais aussi. Enfin, chacun construit les arguments qu'il veut. À un moment, les faits comptent un petit peu, mais je pense que de manière plus globale, on est à mon avis à un petit tournant quand même. C'est-à-dire que je pense que la délocalisation à tout va
on touche un peu la fin, on commençait à toucher la fin de ça parce qu'il y a une partie des pays qui devenaient moins rentables. Il y a d'autre part les taxes carbone qui remettent aussi fortement ça en question, et tant mieux, parce que finalement ça devient plus très très avantageux de le faire par ailleurs et qu'on est taxé là-dessus. Et ensuite, voilà, ce qu'il faut quand même voir aujourd'hui, c'est que le local, il a tout son avenir. Maintenant, je suis d'accord avec Isabelle. Si ce n'est pas dans un plan européen, ça a beaucoup moins de sens. Malheureusement, la crise de Covid nous montre une fois de plus, l'Europe n'a pas été à la hauteur, à part se piquer les masques sur le tarmac en rachetant les avions au pied de la tour de contrôle pour prendre les masques du voisin. Bon, voilà, l'Europe n'a pas non plus été à la pointe de ça, mais il va falloir que l'Europe prenne ses responsabilités, parce que, je le redis, mettre des milliards pour relancer une économie européenne, si c'est pour que cette économie européenne elle réalimente ce qui a causé globalement la crise sanitaire, c'est-à-dire une destruction de l'environnement, ça veut dire qu'on n'a rien compris. Et je pense que le petit coup de semonce que la nature vient de nous envoyer, il va nous revenir en boomerang et que ça va être bien pire. Donc voilà, il faut absolument, Isabelle a raison, que l'Europe en prenne conscience. Maintenant, si ce ne sont pas les citoyens qui se remettent à marcher, qui se remettent à défiler, qui se remettent à faire de la désobéissance, qui se remettent par tous les moyens à agir pour mettre la pression aux responsables politiques pour aller dans ce sens-là, ça ne fonctionnera pas. Je dis ça parce que je sais qu'à la base, il y a pas mal de gens, d'associations qui vont dans ce sens-là, entre autres dans des appels à la désobéissance, justement pour mettre la pression sur le monde politique. Mais sans ça, je pense que ça ne fonctionnera pas. Sans le WWF, sans Greenpeace, sans les Amis de la Terre, sans tous ceux qui sont là pour rappeler ces vérités et contraindre les gouvernements à agir, et eux-mêmes, à leur tour, à contraindre les industriels, ça ne fonctionnera pas. Parce que la machine financière est telle qu'aujourd'hui, ils ne changeront pas si on ne les oblige pas. Donc, il doit y avoir une action politique à la base de tout ça. Avant l'action politique, pour nous, chacun d'entre nous demain, il y a une action citoyenne. Il y a une action citoyenne de toute urgence. Alors, je relaie une question de William, qui est une question complexe, je pense, qui dit « Bonjour à tous, est-il possible de relocaliser avec le savoir-faire ? Est-ce qu'on a un problème de savoir-faire en France, en l'occurrence ? Est-ce que c'est possible aujourd'hui de relocaliser certaines industries qu'on a oubliées tout simplement à force de les délocaliser ? Je ne sais pas si vous avez un point de vue, Isabelle, là-dessus. Un point de vue, moi je ne suis pas une spécialiste de la question. D'abord, évidemment, ça va dépendre du type d'industrie et du type de métier. Oui, il y a des métiers qu'on a perdus, mais bon, après tout, on peut quand même aussi les réapprendre, d'autant plus que quand même la plupart des métiers ont évolué entre, je ne sais pas moi, il y a 20 ans, la façon dont une usine fabriquait des paires de chaussures et aujourd'hui, les usines de chaussures sont peut-être parties en Chine il y a 20 ans, mais et entre les deux, on a, en termes de technologie, on a inventé autre chose. Donc, oui, on a perdu des savoir-faire, mais on en a aussi gagné d'autres qu'on peut réinjecter dans tel ou tel type de fabrication. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas trop se faire peur avec ça. De toute façon, oui, il y a des choses qu'il va falloir réinventer, ce qui est plutôt une bonne chose d'ailleurs, parce que ça fait des boulots, parce que ça fait de la recherche, parce que ça fait, voilà, ça fait un peu une marche en avant quand on commence à se reposer les questions. Et que de toute façon, encore une fois, je pense que pour les secteurs qui sont partis depuis plusieurs dizaines d'années en France, on n'imaginerait pas de les refaire fonctionner comme ils ont fonctionné quand ils sont partis. Donc, de toute façon, voilà, on repartira peut-être un peu à zéro, mais on va être de toute façon obligé de le faire. Merci beaucoup, Isabelle. Je repasse la parole à Peyo à la base pour la conclusion. Merci à toutes et à tous. Donc, nous voilà arrivés au terme de cet événement. Un spécial remerciement à Isabelle Autissier, Éric Guéret et Jérémy Potier pour leur contribution. N'oubliez pas de soutenir la base, on l'a dit en introduction, je le redis en conclusion, ça va nous permettre de continuer à nous mobiliser. Je vous souhaite
À toutes et à tous, une très bonne soirée et un bon week-end.